Très bien. Écoutez, merci beaucoup, M. Costa, de m'avoir invité à parler devant cet auditoire qui a ravé la chaleur, le football, la fête de musique. Je suis très heureuse de partager avec vous les quelques résultats de recherche que j'ai donnés. Alors, je suis chercheur et professeur de sociologie à l'École des Villes de Paris. Et je travaille depuis une vingtaine d'années maintenant sur le rôle des organisations de la société civile dans la démocratisation des sciences et des techniques. Et tout particulièrement, je m'intéresse au rôle que jouent les associations de malades, à la fois dans le soutien à la recherche, mais aussi dans la gouvernance des problèmes de santé. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que les associations de malades ont aujourd'hui un rôle quand même assez important et de plus en plus visible d'ailleurs dans l'espace public, en matière d'intervention, de soutien à la recherche, de mobilisation pour des questions de santé. Juste pour vous donner un exemple, ça se manifeste en fait de multiples façons. Alors il y a des choses, j'imagine que vous savez, par exemple, vous êtes très probablement au courant de l'existence d'appels aux dons que font les associations malades. C'est le cas par exemple du Téléthon qui est organisé tous les ans par l'Association française contre les myopathies. C'est le cas de SIDAction pour un appel aux dons pour lutter contre le sida et soutenir la recherche sur le sida. Les associations de malades sont aussi assez connues dans le grand public, ou en tout cas on en parle dans la presse, parce qu'elles participent à ce qu'on appelle les plans santé. Alors il y a des plans par maladie en France, mais c'est le cas dans tous les pays du monde. Il y a des plans cancer, il y a des plans autisme, des plans Alzheimer, plans maladies rares. Et les associations de malades qui sont concernées par ces maladies, en général, sont des parties prenantes dans l'élaboration et la mise en œuvre de ces plans. Et puis, troisième manifestation de ce rôle des associations de malades dans la gouvernance des problèmes de santé, depuis quelque temps maintenant, les associations dénoncent les prix exorbitants des médicaments. Alors, j'ai vu hier dans Sud-Ouest, comme une sorte de veille régulière que nous faisons sur ce genre de sujet, un article qui a été publié et dans lequel la Ligue contre le cancer et l'association UFC Que Choisir, qui est une association de consommateurs, dénonce le prix qu'ils considèrent comme exorbitant et injustifié des nouveaux médicaments qui sont mis sur le marché par les entreprises pharmaceutiques au motif que ces médicaments, sur le fond, ne sont pas si innovants que cela et que d'un certain point de vue, la rente que tire l'industrie de ces médicaments est sans commune mesure avec le service médical rendu pour le patient. Donc voilà quelques-unes des manifestations finalement de ces associations de malades dans l'espace public. Alors, ce dont je vais parler aujourd'hui, je ne vais pas parler de l'ensemble de ces sujets parce que ce serait beaucoup trop long. Ce dont je vais parler aujourd'hui, c'est des raisons pour lesquelles les associations de malades s'engagent dans la recherche. Parce que si ça paraît s'imposer, en tout cas depuis plusieurs années, depuis en tout cas les années 80-90, c'est très difficile à comprendre parce qu'on ne sait pas pourquoi les associations de malades, qui ne sont pas des spécialistes, voudraient s'engager dans le soutien à la recherche, qui est considéré historiquement comme un domaine de compétences et de prérogatives exclusifs des chercheurs et des médecins. Donc la question qui se pose, c'est pourquoi les associations veulent s'engager dans la recherche, pour quelles raisons, et deuxièmement, comment elles font, puisque ce n'est pas si simple que ça de s'engager dans la recherche quand on n'est pas un spécialiste, quand on n'est pas un professionnel. Et je vais organiser mon exposé en 3 temps. Tout d'abord, je vais essayer d'apporter des éléments de réponse à cette question du pourquoi. Ensuite, je décrirai les principaux mécanismes au travers desquels les associations de malades s'engagent dans la recherche. Et puis, dans un 3e temps, je vais illustrer mon propos avec le cas des associations de malades et de familles qui sont concernées par des maladies rares et qui ont été en France, avec d'autres associations dans d'autres pathologies, extrêmement actives dans la mise en place de partenariats avec les chercheurs et les institutions scientifiques. Mais pour commencer, petit préambule, je voudrais apporter 2 précisions. La première, qu'est-ce que c'est qu'une association de malades? Parce que ça a l'air évident, mais en fait, ça ne l'est pas du tout. Pourquoi? Parce que d'abord, elles sont très nombreuses, elles sont très différentes. Il y en a des très très grandes, il y en a des toutes petites. Elles n'ont pas du
tout le même mode d'organisation et de fonctionnement. Certaines associations ont des salariés, d'autres n'en ont pas. Certaines ont des ressources financières très importantes, d'autres ont très peu d'argent. Si bien qu'il est très difficile de donner une définition de ce que sont ces associations si on regarde juste la façon dont elles sont organisées, si vous voulez. Alors, ces associations, par ailleurs, ont des missions très différentes, et je vais y revenir dans un instant, ce qui fait que là encore, c'est difficile d'essayer de définir une association à partir des missions qu'elle se donne, puisque ces missions sont relativement hétérogènes. Et puis, en plus de tout cela, on ne sait pas combien il y a d'associations de malades en France. Tout simplement parce que l'Institut national de la statistique française ne dénombre pas ces organisations qui font partie de ce qu'on appelle le tiers secteur, parce qu'elles sont tout simplement très difficiles à identifier. Il y a des associations qui se créent et qui cessent leur activité sans en référer à personne. Les seules associations en fait, qui sont vraiment traquées entre guillemets, dans les chiffres ou dans les statistiques publiques sont celles qui ont une déclaration, demandé une déclaration d'utilité publique. Autrement dit, il y a à peu près 3/4 des associations probablement de malades qui n'ont pas demandé une déclaration d'utilité publique, qui sont donc parfaitement invisibles depuis l'administration centrale et les statistiques françaises. Mais des enquêtes ont été menées par des collègues économistes de la Sorbonne auprès des communes, donc c'est une enquête qui était très très longue, et l'on sait aujourd'hui qu'il y a environ entre 4 000 et 6 000 associations de malades en France. Toutes tailles confondues, toutes missions confondues, toutes régions confondues, etc., etc. Qui ne sont pas toutes actives, qui ne s'engagent pas toutes dans la recherche, et ça nous donne un ordre d'idée malgré tout, de la vivacité de ce milieu et de la société. Alors, du coup, comment on définit une association de malades? Alors, la définition qui a été retenue par à peu près tous les chercheurs partout dans le monde est la suivante. Une association de malades, c'est une organisation sans but lucratif. En France, ils ont un statut loi 1901, qui regroupe des personnes qui sont directement concernées par une maladie, par un handicap ou par un problème de santé. Et deuxième point, c'est une organisation au sein de laquelle le pouvoir de décision est entre les mains des personnes concernées et non pas entre les mains des professionnels, même si dans les associations, il y a parfois des professionnels qui sont là soit à titre de membre, soit à titre de conseiller. Donc c'est la définition que l'on retient pour définir ce que c'est qu'une association de malades, si bien que parmi les 4 000, 5 000, 6 000 dont je vous ai cité tout à l'heure, il y en a finalement un peu moins de la moitié qui correspond à peu près à cette définition. Voilà. Deuxième point, je voudrais faire une clarification sur ce que j'entends par engagement des associations de malades dans la recherche. Alors, premier point de précision, recherche c'est quoi? Je considère ici que la recherche, c'est toute activité d'exploration qui vise à produire des connaissances sur un sujet particulier. Alors ça peut être sur la maladie, sur ses conséquences sur la vie des personnes, ça peut être sur les pratiques médicales, ça peut être sur la prise en charge des pathologies, leur coût. Donc c'est toute activité, je dirais, d'exploration qui permet d'en savoir plus sur un sujet, quelque chose qui peut être mené soit au sein de laboratoires scientifiques formels et institutionnels, soit qui peuvent être menés en dehors des laboratoires scientifiques, puisque comme vous le savez, il y a aujourd'hui de plus en plus de recherches qu'on appelle de planaires, c'est-à-dire qui ne sont pas faites dans les laboratoires, mais qui sont faites parfois par des citoyens au sein d'organisations diverses et variées. Deuxième point, la recherche dont je parle ici concerne tous les domaines. Ce n'est pas seulement la recherche biomédicale, ce n'est pas seulement la recherche sur les maladies, ça peut être la recherche économique, puisqu'il y a énormément de travaux en économie de la santé, en particulier par exemple sur le prix des médicaments. Ça peut être aussi la recherche en éthique, puisque dans le domaine médical, il y a depuis plusieurs années maintenant un champ tout à fait intéressant et assez neuf qui s'intéresse aux principes, si on veut, éthiques qui doivent mener soit la recherche sur les êtres humains, soit les pratiques médicales qui engagent l'intégrité de la personne humaine. Et puis, dernier point, l'engagement des associations de malades dans la recherche, ça revêt en fait différentes formes. Alors, j'ai parlé du soutien financier, mais ce n'est pas la seule façon pour les malades et les associations de malades de s'engager dans la recherche. Et justement, ce que je vais essayer de raconter dans cet exposé, ce sont les différentes formes que revêt ce soutien à la recherche et qui sont très liées au type de mission que se donnent les associations. Donc, après ce préambule,
J'attaque la première question, pourquoi des associations s'engagent dans la recherche? Alors qu'une fois encore, la recherche est une activité qui était considérée comme le domaine exclusif de compétences des chercheurs. En tout cas, historiquement, en Europe, depuis au moins le 19e, même si, évidemment, les sciences expérimentales en Europe sont beaucoup plus anciennes, puisqu'elles sont nées depuis le XVIIe siècle. Alors, historiquement, les associations de malades, les toutes premières, en fait, on ne peut pas dire que ce soit vraiment des associations de malades, c'était des associations de personnes handicapées, mutilées de guerre. Donc les toutes premières associations qu'on repère historiquement, ce sont des associations comme l'association des gueules cassées, après la Première Guerre mondiale par exemple, des associations de vétérans. Et ces associations, qu'est-ce qu'elles réclamaient? Elles réclamaient une assistance et une aide publique au titre des services rendus à la nation. Donc les toutes premières associations qui se forment autour des problèmes de santé, ce sont ces associations de vétérans. Et plus tard, ont été créées, à peu près partout en Europe et en Amérique du Nord, dans les années 30-40, des associations regroupant des personnes handicapées civiles. Et de la même façon que leurs homologues mutilés de guerre, ces personnes demandaient de l'assistance, de l'aide des pouvoirs publics pour pouvoir mener une vie digne et une vie de citoyen à part entière. C'est le cas, par exemple, de l'Association des paralysés de France, qui a été créée en 1933, qui s'appelle maintenant l'APF France Handicap, et dont l'objectif principal, en fait, est de gérer des établissements spécialisés pour les personnes handicapées, mais sur délégation du service public. C'est-à-dire que c'est l'État qui demande à l'APF de gérer des associations, des établissements qui sont financés par l'État. À partir des années 40-50, se créent ce qu'on appelle vraiment les associations de malades, selon la définition que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire des associations de personnes qui sont concernées par une maladie et qui se regroupent entre elles pour faire un certain nombre de choses. Et les premières associations qui se créent dans les années 40 sont des associations de personnes, ou de familles d'ailleurs, qui sont concernées par des maladies chroniques, comme le diabète par exemple, la sclérose en plaques, l'hémophilie. Pour une raison relativement compréhensible, c'est qu'à partir, comme vous le savez, dans l'après-guerre, après 45, mais en tout cas les associations qui se forment à partir de 40, 45, 50, bien entendu vécu cela, les maladies infectieuses ont été vaincues grâce à l'invention de la pénicilline. Ce qui fait qu'il y avait à cette époque une sorte d'éradication, si on peut dire, des maladies aiguës et une installation progressive de ce qu'on appelait des maladies chroniques. Si bien que le terme maladie chronique est rentré dans les politiques publiques nationales mais aussi internationales. Et parmi ces maladies chroniques, certaines comme le diabète, comme les scléroses en plaques, comme l'hémophilie, non seulement étaient connues, mais il y avait des traitements, en tous les cas, pas nécessairement pour les guérir, mais en tous les cas pour pouvoir gérer les maladies. Et c'est la raison pour laquelle ces associations, les toutes premières, se sont d'abord constituées autour des maladies chroniques. Et puis, un peu plus tard, d'autres associations se sont créées pour différentes raisons. Et les deux missions principales des associations à cette époque-là, des années 40 jusqu'à 60-70, c'est deux choses. La première, c'est l'entraide, c'est-à-dire que les gens se retrouvent entre eux pour s'apporter du soutien mutuel. Et la deuxième chose, c'était de défendre leurs droits et leurs intérêts auprès des puissances publiques. Par exemple, le droit à l'école, le droit à l'emploi, le droit au loisir, enfin toutes ces choses qui existent encore aujourd'hui, mais qui constituent en fait les principales missions des associations, l'entraide et la défense des droits. Et puis, à partir des années 80, ont émergé des associations d'un genre complètement nouveau. Par exemple, l'ACT UP, que vous connaissez peut-être, qui est une des principales associations de lutte contre le sida, l'Association française contre les myopathies, et ce sont des associations qui se sont données des missions mais complètement différentes de leurs aînés. Alors, si on prend par exemple les associations de lutte contre le sida, leur objectif principal, ce n'était pas de s'entraider ni de défendre leurs droits. Leur objectif principal, c'était d'avoir accès aux molécules qui étaient en train d'être testées. Parce que comme ils étaient en train de mourir, ils se sont dit, on ne va pas attendre que les molécules soient testées, on veut les tester nous-mêmes, même si nous prenons un risque considérable. Et pour cela, nous avons négocié avec les scientifiques et les autorités de régulation pour avoir accès à ces molécules avant
qu'elles aient été validées par les biologistes et les cliniciens. Si on prend le cas des maladies rares, la raison pour laquelle ces associations se sont créées, c'est tout simplement parce que les maladies étaient inconnues par les médecins. Il n'y avait quasiment pas de connaissances sur les maladies rares dans les années 60 en France, si bien que ces associations se sont retrouvées à se dire qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, nous allons essayer de trouver les moyens de mobiliser des chercheurs sur nos maladies et de faire en sorte que la lutte contre nos maladies soit véritablement engagée. Donc, au-delà de ces exemples un peu canoniques, qui sont assez connus, le cas de l'ACTOP, le cas de l'Association française contre l'homéopathie, les raisons pour lesquelles les associations s'engagent dans la recherche sont vraiment des raisons très pragmatiques. Elles ne s'engagent pas dans la recherche pour soutenir la recherche. Je vous dirais qu'elles s'en fichent éperdument. Elles s'engagent dans la recherche parce qu'elles sont confrontées à des problèmes que les malades vivent au jour le jour et qui ne trouvent pas de solution. Parce que les connaissances dont on dispose, les politiques qui sont mises en place, ne permettent pas de prendre en compte les problèmes de ces malades. Alors quels sont ces problèmes? Ça peut être un problème fréquent auquel sont confrontés les malades et les associations, c'est l'errance diagnostique. L'errance diagnostique, quand la maladie est très complexe. Je pense par exemple à l'errance des familles qui ont des enfants qui souffrent du trouble déficit de l'attention et l'hyperactivité, que l'on confond avec des tas de choses, avec la dépression, avec la phobie scolaire, et même avec d'autres pathologies organiques. Et lorsque des parents ont des enfants souffrant de ce trouble, ils mettent parfois 4, 5, 6 ans avant de tomber sur un spécialiste qui est capable de poser un nom sur la maladie. Donc l'errance diagnostique, c'est d'abord l'une des premières raisons pour lesquelles les associations se mobilisent pour la recherche. La deuxième raison, c'est pour faire reconnaître leur maladie. Il y a beaucoup de maladies aujourd'hui, notamment des maladies environnementales, comme on dit, qui ne sont pas reconnues par les spécialistes comme des vraies maladies. Alors c'est le cas par exemple d'un syndrome maintenant assez connu qui s'appelle le syndrome des bâtiments malsains, dont dit souffrir des salariés qui travaillent dans des bâtiments ou des locaux qui ne sont pas aux normes de sécurité voulues. Ça a été le cas, par exemple, aux États-Unis, de la syndrome de la guerre du Golfe, qui n'a pas été reconnu comme une maladie pendant à peu près 15 ans, tout simplement parce que les autorités, le département d'État américain, évidemment, ne voulait pas trop dire que des armes diverses, y compris chimiques, et des tas de produits ont été utilisés pendant la guerre, en dépit de leur déclaration sur le fait que c'était une guerre propre. Donc il y a des tas de maladies qui ne sont pas reconnues, mais pour des raisons diverses, et c'est la raison pour laquelle les associations veulent s'engager dans la recherche pour faire reconnaître ces maladies. Et puis, troisième raison pragmatique, il y a tout simplement parfois des incertitudes sur les connaissances sur les maladies. Le cas des maladies rares est évidemment éloquent, puisque, une fois encore, ce sont des maladies dans les années 60 sur lesquelles les médecins, français en particulier, mais pas seulement, n'avaient quasiment aucune connaissance. Et d'ailleurs, on ne connaissait pas les maladies rares dans les années 60 en France. Les quelques maladies qui étaient connues, c'était la mucoviscidose et ce qu'on appelait à l'époque la myopathie, c'est-à-dire la dystrophie du chêne de Boulogne, mais c'était les deux seules maladies rares qui étaient alors connues. Donc, en résumé, pourquoi les associations s'engagent dans la recherche? Elles s'engagent dans la recherche, une fois encore non pas pour la recherche, mais parce qu'elles veulent lutter contre leur maladie. Et elles veulent lutter contre leur maladie parce qu'elles estiment que cette lutte n'est pas menée de façon suffisamment active ou de façon suffisamment pertinente par les autorités publiques et par le milieu scientifique et médical. Alors, évidemment, une fois qu'on a dit ça, il n'en reste pas moins que ce n'est pas très évident pour les associations de s'engager dans la recherche et puis de dire on va lutter contre la maladie. Et au fond, on peut se poser la question, mais quelles sont les bases légitimes qui autorisent finalement les associations à s'engager dans la recherche aux côtés éventuellement de spécialistes? Qu'est-ce qui fait autorité en fait? Alors, quand on regarde historiquement ce qui se passe, les associations ont deux revendications. La première, c'est une revendication politique, qui consiste à dire, après tout, les associations, ce sont les premiers groupes concernés par leur maladie, c'est tout à fait vrai. Et qu'à ce titre, eh bien, elles réclament d'être associées au processus de décision concernant toutes les actions et les politiques qui les concernent. Donc, elles veulent prendre part aux interventions qui vont les concerner dans le futur, et c'est une des revendications que font les associations
ce ne sont pas des experts scientifiques, mais ils ont une connaissance de la maladie, pour vivre avec la maladie, je veux dire 24 heures sur 24. Ils ont donc une connaissance très particulière de cette maladie que n'ont pas forcément les spécialistes. Et pour cette raison, ils pensent qu'ils sont en mesure, de façon pertinente et légitime, de collaborer avec les spécialistes, puisqu'ils ont quelque chose à apporter à la connaissance de leur maladie. Alors, historiquement en France, la revendication politique des associations est maintenant connue, puisque depuis la loi de 2002 dite de démocratie sanitaire, encore appelée loi Kouchner, il est maintenant exigé des institutions de santé d'avoir des représentants des malades et des usagers au sein de ces institutions et de ces différentes instances. La revendication épistémique, elle a un peu plus de mal à passer. Et on peut le comprendre, elle a un peu de mal à passer, parce que les scientifiques, lorsque les malades arrivent en disant « nous avons fait telle observation, nous avons telle connaissance à partager avec vous », les scientifiques disent « eh bien écoutez, c'est très sympathique, mais vous n'êtes pas médecin ». C'est en général ce que vous allez voir un médecin en disant « écoutez, docteur, j'ai ceci et cela, et j'ai fait des études et des observations et des statistiques, et voilà ce qui m'arrive ». Il va vous dire « c'est très très bien, mais c'est moi le médecin, ce n'est pas vous ». Donc, en gros, cette revendication épistémique crée une tension entre deux types de savoir, qui est le savoir des patients, qui est basé sur leur expérience, et puis le savoir scientifique, qui est basé sur tout à fait d'autres types de mécanismes, et je vais y revenir dans un instant. Ça va, je parle pas trop vite? Très bien. Alors, une fois qu'on a dit pourquoi les associations s'engagent dans la recherche, pourquoi elles sont légitimes à s'y engager, en tous les cas, pourquoi elles pensent qu'elles sont légitimes à s'y engager, reste la question comment elles font. Alors, historiquement, il y a trois mécanismes au travers desquels les associations s'engagent dans la recherche. Le premier, c'est en donnant de l'argent aux chercheurs. C'est un mécanisme très étudié. Historiquement, c'est le premier mécanisme, d'ailleurs, au travers desquels les associations se sont engagées dans la recherche. Ça consiste, en fait, à déléguer le pouvoir aux scientifiques. Mettons qu'une association ait quelques sous, et ce que va faire cette association, c'est d'essayer de trouver des experts, essayer de mobiliser des gens dans les institutions médicales, en leur disant, écoutez, nous, on a un peu d'argent qu'on a levé au travers des cotisations des membres, au travers de diverses levées de fonds, on vous confie cet argent, c'est un mécanisme de délégation, on vous confie cet argent et vous allez financer des recherches qui ont à voir avec notre maladie. Donc, ça, c'est une situation très classique. C'est une situation classique, mais de nombreuses recherches ont montré que ça comporte un risque très important pour les associations. Le risque, c'est que les associations perdent le contrôle sur l'usage de l'argent qu'elles ont confié aux chercheurs. Non pas parce que les chercheurs sont des malfrats, mais tout simplement parce que les chercheurs peuvent très bien financer d'autres recherches que celles sur les maladies qui concernent les associations qui leur ont donné de l'argent. Et ça, c'est très courant. Et ce n'est pas du tout par mauvaise foi ou par méchanceté, c'est tout simplement parce que quand on fait de la recherche, on commence par un sujet, et puis ce sujet nous emmène vers un autre sujet, et donc la recherche c'est dynamique, et donc il y a des moments où, parfois, les sous que vous donne une association, eh bien, on s'en sert pour continuer à financer des recherches, même si ça n'a plus rien à voir avec la maladie dont s'occupe l'association. Ce risque a été documenté dans la littérature, c'est la raison pour laquelle ce mécanisme-là de délégation du pouvoir scientifique est de moins en moins utilisé par les associations. Deuxième mécanisme, certaines associations, même la plupart d'entre elles, cherchent à devenir des experts profanes. Alors que veut dire ce mot barbare? Ça veut dire tout simplement que les associations, leurs membres, essayent d'acquérir des connaissances scientifiques pour pouvoir discuter avec les spécialistes, justement pour ne pas perdre le contrôle en fait, de leur relation avec les spécialistes. Alors qu'est-ce que font les associations? En général, en fait, les membres des associations lisent des articles scientifiques, ils participent à des conférences, ils vont visiter des laboratoires, et certains membres d'associations vont même jusqu'à compléter leur formation universitaire pour pouvoir avoir le bagage scientifique nécessaire pour dialoguer avec des scientifiques. Alors là aussi, c'est un mécanisme qui comporte un risque, c'est que les associations peuvent perdre de vue les préoccupations des malades qu'elles sont censées représenter. Et ça s'est passé dans différentes associations, c'est-à-dire qu'il y a eu une sorte de scission entre les malades qui ont acquis des connaissances scientifiques, qui vont parler avec les chercheurs dans des colloques, etc., dans des institutions, et puis les malades qui n'ont ni le temps ni l'énergie de se former, si on veut, et qui sont restés à la marge de l'association,
conduisant parfois d'ailleurs à des scissions au sein même des associations. Et puis, le troisième mécanisme, c'est un mécanisme qui consiste pour les associations à devenir des experts d'expérience, un mot que j'ai utilisé tout à l'heure. Qu'est-ce que ça veut dire en fait devenir des experts d'expérience? Ça veut dire être capable, à partir de l'expérience des malades, de fabriquer une connaissance partagée, une connaissance collective, qu'on transmet aux spécialistes pour que les spécialistes prennent cette connaissance des malades en considération et voient ce qu'ils peuvent faire pour résoudre les questions que ce type d'observation faite par les malades peuvent se poser. Donc c'est ça qui est appelé expert d'expérience. Évidemment, ces trois mécanismes ne sont pas exclusifs les uns des autres. Simplement, quand on passe du premier au troisième, c'est le pouvoir qui change de main, je dirais. C'est-à-dire que dans le premier mécanisme, le pouvoir est entre les mains des scientifiques, et dans le troisième, il est entre les mains des associations. Et ce qui n'est pas toujours confortable. Et ce qui n'est pas confortable pour une raison très simple, que j'ai déjà mentionnée tout à l'heure, c'est que ce n'est pas facile pour des non-spécialistes de faire admettre à des spécialistes qu'ils ont des compétences et des connaissances qui peuvent être utiles à l'avancée du savoir sur les maladies. Donc la difficulté pour les associations, c'est de trouver les outils et les procédures qui leur permettent de dire, voilà, nous avons une connaissance, ce n'est pas une connaissance scientifique, mais c'est une connaissance très importante, très pertinente, et en tout cas c'est une connaissance qui importe aux malades, et nous avons besoin de discuter avec les chercheurs de ce type de connaissances ou de ce type de problème. Donc voilà en gros les mécanismes au travers desquels les associations malades s'engagent dans la recherche, et je vais, pour le temps qui reste, illustrer ces mécanismes avec le cas des associations de malades et de familles, parfois concernées par les maladies rares. Et je vais commencer par le cas de l'Association française contre l'hémiopathie, parce que c'est une association qui est devenue un cas d'école, en fait. Alors, elle est devenue un cas d'école d'abord pour les associations elles-mêmes, c'est-à-dire que l'AFM a joué un rôle extrêmement structurant dans le domaine de la mobilisation associative sur les maladies rares. Elle a été à l'origine de la création de très nombreuses associations françaises, mais aussi européennes sur les maladies rares. Elle a été à l'origine de la création de l'Alliance Maladies Rares française, de l'Organisation Européenne des Maladies Rares. Elle est l'interlocutrice principale des autorités publiques nationales et européennes pour tout ce qui concerne la recherche et la prise en charge des maladies rares. Donc l'AFM est devenue, on pourrait dire, une organisation extrêmement puissante, mais une organisation qui sert de référence en fait pour d'autres associations dans le champ des maladies rares. Première raison. Et puis deuxième raison, c'est aussi une association qui est très discutée dans la littérature, la recherche en sciences sociales, en sciences politiques, en gestion. J'avais étudié l'histoire de cette association avec mon collègue Michel Callon, et c'est vrai que cette histoire a été reprise par de nombreux autres collègues parce que l'AFM était un exemple quasi pur, donc très intéressant pour nos chercheurs, qu'on soit d'accord ou pas d'ailleurs avec ce que fait l'AFM, mais c'était un exemple quasi pur de partenariat réussi entre une association de malades et des spécialistes. Donc il nous importait de comprendre les conditions de félicité de cette réussite de l'AFM, et c'est la raison pour laquelle cette association constitue un peu un cas d'école pour nous chercheurs aussi. Alors, quelques repères historiques d'abord sur l'AFM. C'est une association ancienne en fait. Elle a été créée en 1958, donc par quelques parents d'enfants qui souffraient de la dystrophie de Duchenne de Boulogne. C'est une maladie extrêmement grave c'est pas une maladie acquise, les enfants naissent avec la maladie. C'est une maladie qui est gravement handicapante, c'est une maladie qui est évolutive et qui évolue parfois très très vite. C'est une maladie létale, les enfants meurent en général entre 6 et 10 ans. C'est une maladie contre laquelle il n'y a pas de médicaments, et à l'époque, il n'y avait pas de soins. C'est-à-dire qu'on ne savait même pas faire de la kinésithérapie ou d'autres choses pour ces enfants. Les médecins qui essayaient de s'intéresser à ces pathologies préconisaient parfois des soins qui étaient tout à fait contre-indiqués dans le cas d'hémiopathie et qui, dans certains cas, ont accéléré la mort des enfants. Et puis, c'est une maladie héréditaire. À l'époque, on ne parlait pas de maladie héréditaire, de maladie génétique, pardon, on parlait d'hérédité. Les familles, dans certaines familles par exemple, plusieurs enfants d'une même fratrie avaient cette maladie. Et parce qu'elle était héréditaire, ça a été longtemps considéré, aussi bien par les professionnels que par les familles d'ailleurs, comme une tare. Et
on disait souvent la myopathie, puisque c'était la seule myopathie connue, on disait la myopathie, c'est une tare, c'est une malédiction qui tombe sur la famille, on n'y peut rien, c'est une erreur de la nature, etc., etc. Et nous avons, au cours des enquêtes que nous avons menées, vu des témoignages tout à fait, à la fois assez poignants, mais aussi très révélateurs de cette façon de considérer une maladie comme autre chose qu'une maladie. Par exemple, je me souviens d'un témoignage d'une personne qui nous racontait que lorsque sa sœur, c'était dans les années 60, avait accouché d'un enfant qui avait cette myopathie, cet enfant était tellement déformé, c'est-à-dire qu'il ressemble presque plus à des êtres humains, que la famille avait décidé de le mettre dans une boîte avec des trous quand même pour qu'il puisse respirer, de le mettre en dehors de la maison, parce que la vue de cette chose, comme il disait, était tout simplement insupportable pour les familles. Donc c'était considéré comme une tare, les médecins ne savaient rien dessus, chaque fois que les familles allaient voir les médecins, disaient on ne sait pas, on n'a jamais vu, etc., etc. Si bien que, à un certain moment donné, les parents ont dit, eh bien si personne ne sait rien, et si même les médecins ne savent pas, il faut que nous prenions nos responsabilités au nom de nos enfants, et il faut qu'on mette fin à ce cercle vicieux à la fois de l'ignorance et de l'impuissance. Ce sont les termes qu'a utilisé Bernard Parato, qui était un ancien président de l'AFM. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, l'association décide de soutenir la recherche très tôt, à une époque où ce n'était pas du tout à la mode, si on peut dire, dans le milieu associatif français. Elle se rend compte qu'il n'y a pas de médecin, il n'y a pas de chercheur, il n'y a pas de spécialiste, bref, il n'y a personne qui peut vraiment s'investir dans cette maladie. Et d'un certain point de vue, c'est à son corps défendant. C'est bien parce qu'il n'y avait pas de médecin qu'elle s'est dit nous allons prendre les rênes de notre politique de recherche, nous allons essayer de mobiliser la recherche et les chercheurs. Et une fois évidemment qu'ils ont eu les rênes du pouvoir entre les mains, l'AFM ne les a plus lâchés. Ce qui a créé beaucoup d'irritation dans le milieu scientifique, puisque maintenant que l'AFM est cette lettre puissante, argentée, etc., les scientifiques ont un peu envie de venir. Venir faire, comme certains disent, de la biomendicité. En somme, ce qui est intéressant avec le cas de l'AFM, c'est que c'est une organisation qui n'a pas cherché sciemment à s'investir dans la recherche, mais qui a été conduite à le faire du fait de cette absence, non seulement d'un milieu de recherche, un milieu médical sur la myopathie, mais également de l'absence totale de politique publique sur ces maladies neuromusculaires. Juste à titre d'illustration, les maladies neuromusculaires rentrent dans les maladies remboursées à 100% par la sécurité sociale seulement en 1973, ce qui est effectivement quand même assez tardif. Alors, comment l'AFM s'y est prise? D'abord, l'AFM a décidé, pour le coup, que son ennemi, c'était la maladie. Ce n'est pas les médecins, même si l'AFM est très virulente, parfois contre les médecins et les chercheurs. Elle a décidé que l'ennemi, c'était la maladie. Et cette transformation de la cible figure même dans son nom, puisqu'avant, l'AFM s'appelait l'Association française des myopathes. Et à partir du moment où elle a décidé que la maladie était son ennemi, elle a changé son nom en Association française contre les myopathies. Dans le discours de l'AFM, dans ce qu'elle essaie de faire, dans la façon qu'elle a d'expliquer, en tout cas ses objectifs, le répertoire militaire est omniprésent. L'AFM parle sans cesse d'ennemis, de combats, de luttes, de victoires, de guerres, de guérir. Donc c'est un répertoire très différent du répertoire classique des associations d'entraide, qui sont davantage dans le soutien émotionnel, le soutien social, dans des choses, en fait, une sorte d'entre-soi, si vous voulez, tandis que l'AFM a déclaré la guerre à une maladie et a décidé que c'était à elle de prendre les risques de cette guerre, qu'elle peut perdre, et elle le dit d'ailleurs, mais elle est dans un répertoire militaire. Et c'est ce répertoire militaire qui fait la différence entre ce genre d'associations et les associations qui ne s'engagent pas dans la recherche. C'est-à-dire que les associations comme l'AFM se donnent des ennemis. Elles font de la politique au sens presque pur du terme, c'est faire de la politique, c'est se donner des ennemis. Alors, comment l'AFM a fait? Elle a mis en place, l'AFM a inventé en France, en tout cas, ce modèle de partenariat entre associations et spécialistes. La première chose, alors ce modèle de partenariat s'appuie sur deux choses. En tous les cas, il comporte deux dimensions.
La première, c'est que c'est le conseil d'administration de l'AFM qui décide de sa politique scientifique et en particulier qui décide des projets qu'elle veut soutenir, des équipes qu'elle veut soutenir, des laboratoires qu'elle veut soutenir. Alors bien sûr, elle est conseillée par un conseil scientifique, elle est éventuellement conseillée par d'autres experts à qui elle fait appel, mais le pouvoir de décision est entre ses mains. Le conseil scientifique ne fait que conseiller, comme son nom l'indique, et c'est l'association qui décide. Alors, ça évidemment, ça a été assez mal pris, parce que c'est très difficile à faire comprendre. La Cour des comptes, par exemple, en 1993, avait mis un rapport où elle louait le bon usage de l'argent du Téléthon, mais où elle rajoutait cette remarque: il est tout de même dommage que l'AFM ne confie pas le pouvoir de décision sur les projets à soutenir à son conseil scientifique. Ce à quoi l'AFM a répondu: l'AFM n'est pas une association de recherche, c'est une association de malades, mais une association de malades qui décide de soutenir, selon ses propres critères, des recherches lorsque ces recherches lui paraissent pertinentes. Donc ça, c'est un vrai basculement dans l'histoire des associations. C'est ce qu'avec mon collègue Michel Callot, nous avons appelé le transfert de pouvoir des scientifiques vers les malades, le pouvoir des malades, c'est-à-dire cette capacité et cette décision prise par les associations de malades de dire ce sont nous qui sommes aux manettes et non pas les scientifiques. Ça, c'est le premier point. Deuxième dimension de ce modèle de partenariat, pour autant, ce sont des associations qui veulent travailler avec les scientifiques. D'abord parce qu'elles en ont besoin pour que des recherches avancent sur leur maladie, mais aussi et surtout parce qu'elles ne veulent pas qu'on leur dise: puisque vous avez de l'argent, puisque vous avez envie de soutenir de la recherche, eh bien vous n'avez qu'à tout faire vous-même. Ce qui a été une réaction très importante dans les années 95-96 du secrétaire d'État aux personnes handicapées qui s'est adressé à l'AFM en disant: écoutez, vous êtes tellement riche que bon, vous n'avez qu'à tout faire vous-même, ce sera plus simple comme ça. L'AFM a répondu en disant: non, c'est pas si simple que ça. Nous, on veut bien faire des choses, on veut lancer des initiatives, on veut prendre des risques, mais on ne veut pas que les pouvoirs publics, l'industrie, les chercheurs se délestent de leurs responsabilités et de leur mission. Donc l'équilibre très difficile à trouver pour ces associations, c'est de dire: nous faisons des choses, mais pour autant, ce n'est pas un blanc-seing donné aux scientifiques et aux pouvoirs publics d'une part, mais ce n'est pas non plus pour que les pouvoirs publics se débarrassent sur nous d'un certain nombre de missions qui ne sont pas les nôtres et qu'on n'a pas envie d'endosser. Donc c'est ce rapport très particulier qui constitue ce modèle de partenariat et qui fait finalement qu'il a fallu l'inventer, c'est-à-dire il n'existait pas auparavant, et pour l'inventer, il a fallu que ces associations se dotent d'outils, de procédures très particulières pour arriver à faire tenir ce modèle. Alors, dans le temps qui me reste, je vais parler de quelques outils, justement, de quelques procédures qu'utilisent ces associations comme l'AFM pour tenir ce modèle de partenariat. Alors, pardon, je vais voir un peu. Alors, la première chose que font ces associations, c'est, et ce depuis maintenant presque 30 ans, c'est d'organiser des colloques scientifiques. Ça paraît assez curieux, mais les associations de malades se sont mis d'abord à apprendre un peu de science, pas toute la science, juste ce qui concerne leur maladie, se sont mis à faire des colloques, se sont mis à organiser des rencontres avec les chercheurs, pour faire quoi? Pour acquérir une expertise très particulière, qui est une expertise pluridisciplinaire, mais sur leur maladie. Un généticien, c'est à peu près tout sur la génétique, enfin, en tout cas c'est du bon, un immunologiste pareil, un psychiatre pareil. Ce que savent les associations de malades, ce sont tout ce qui concerne leur maladie à eux. Ils ne connaissent pas les fondamentaux de la génétique, ils ne connaissent pas nécessairement les fondamentaux de la neurologie, etc. Mais en revanche, ils sont incollables sur les papiers qui viennent de sortir sur telle maladie qui les concerne, qui sont souvent des maladies rares. Et on entend d'ailleurs très souvent les chercheurs ou les cliniciens nous dire: c'est très curieux, nous avons reçu telle et telle famille qui sont venus avec des articles scientifiques sous le bras pour nous montrer telle chose. J'ignorais, disait un chercheur pourtant très, très connu, j'ignorais qu'il y avait un papier qui a été publié sur ce sujet. Donc ce sont des personnes qui acquièrent des connaissances, mais des connaissances sur leur maladie et des connaissances pluridisciplinaires sur leur maladie. Alors ces associations se sont mises à organiser des conférences, des colloques, au cours desquels elles invitent des chercheurs, bien sûr,
Et maintenant, c'est tout à fait monnaie courante, c'est-à-dire que la plupart des associations, qu'elles soient petites ou grandes, parce que ça ne nécessite pas énormément de moyens de faire tout ça, eh bien, organisent tous les ans des colloques. Alors là, il y a par exemple le colloque, le 4e colloque qui a été organisé par l'AFM en 91. Là, c'est une journée de formation destinée aux professionnels qui a été organisée par l'association Ostéogenèse Imparfaite, qui est une association concernée par une maladie rare très particulière qu'on appelle la maladie des os de verre, puisque les enfants qui ont cette maladie ont des fractures multiples dès vraiment quasi, pas dès leur naissance, mais quasi. Et donc, elle organise cette association des journées de formation régulièrement à l'intention des professionnels, mais également à l'intention des juristes, puisque c'est une maladie malheureusement pour laquelle les parents sont parfois accusés de maltraitance. Quand on voit un petit enfant, un nourrisson de 2-3 mois qui a des fractures multiples, évidemment, les assistants sociaux font des signalements en disant que c'est pas possible qu'un petit qui est cassé de partout. Et donc, il a fallu aussi que les associations expliquent, non seulement aux assistants sociaux, mais également, parce qu'il y a eu des procès, mais aussi aux juristes, en quoi consistait cette maladie. Et ces journées de formation servent précisément à cela. Alors, ce genre de choses, ça a plusieurs effets. Le premier effet, c'est d'abord que les associations se sont mises progressivement à être en mesure de structurer une communauté pluridisciplinaire sur leur maladie, chose que ne font pas naturellement les chercheurs. On a beau dire, et peut-être que les conférences comme celle qu'organise M. Costa sont une exception, mais les chercheurs, j'en suis l'une et je sais ce que c'est, l'interdisciplinarité dont on nous rabat les oreilles, c'est quelque chose de très difficile à faire et en général ça ne marche pas. Et les cas où ça marche à peu près, c'est lorsqu'il y a cette médiation opérée par les associations, il y a une demande faite expressément aux chercheurs en disant écoutez, nous vous écoutons, mais déjà parlez entre vous. Ça, c'est le rôle très particulier que jouent les associations et qu'elles arrivent de temps en temps, effectivement, à réaliser. Et puis, deuxième effet très important de ces conférences, eh bien, la carrière même des chercheurs change quand ils sont en contact avec les associations. Pour ce qui me concerne, je n'ai pas une grande carrière, mais c'est vrai que lorsque j'ai commencé à travailler sur les associations de malades il y a 20 ans, il y a une sorte d'engagement réciproque qui s'est créé entre moi et les associations, alors que je n'ai pas du tout fait au titre d'un engagement quelconque, tout simplement parce qu'ils sont réflexifs et intelligents, et donc c'est plus agréable de travailler avec des gens qui réfléchissent, qui ont des combats à mener, et qui en plus se remettent constamment en question, puisqu'ils savent qu'ils peuvent demain peut tout s'arrêter, comme dit l'AFM, s'il n'y a plus d'argent dans la caisse, tout s'arrête. Donc c'est plutôt très agréable de travailler avec ces associations qui ont une véritable capacité réflexive, en fait. Donc ça change aussi la carrière et les trajectoires des chercheurs. Deuxième ensemble d'outils qu'utilisent les associations, ce sont les documents audiovisuels, des films, des enquêtes qu'ils mènent eux-mêmes auprès de leurs adhérents. Par exemple, au tout début de l'AFM a été créée par une personne qui s'appelle Yolande de Guépert, qui avait 7 garçons, 4 avaient la dystrophie de Duchenne de Boulogne et sont morts en bas âge. Et très tôt, Yolande de Guépert a dit d'aller voir les médecins, c'est quelqu'un qui avait beaucoup d'entre-gens, est allé voir les médecins un peu partout en France, elle est même allée jusqu'aux États-Unis, en disant ben voilà, j'ai deux enfants, puis 3, puis 4 qui ont telle maladie, qui sont dans un état épouvantable. Et comme les chercheurs ne savaient pas de quoi leur donner, elle disait bah, écoutez, je vais les filmer, et puis je vais prendre des photos et je vais vous les apporter. Donc elle a filmé ses enfants jusqu'à leur mort. Elle a filmé ses enfants, elle est allée montrer ses films auprès des médecins et des chercheurs en disant voilà ce que c'est que la myopathie des enfants. Et ça a été un déclencheur pour le milieu scientifique et médical, en tout cas français, parce que pour la première fois, ils avaient les éléments d'un tableau clinique, alors que ce tableau clinique n'existait pas. La dystrophie de Duchenne de Boulogne, la description principale, ça a été faite au XIXe siècle par un neurologue qui s'appelle Duchenne, et qui avait été à Boulogne, d'où le nom de la maladie. Et puis, plus rien, plus aucune recherche. La neurologie française a eu une espèce de creux au début du XXe. Et ce qui fait que dans les années 60, personne ne savait ce qu'était la myopathie. On parlait vaguement de Duchenne, mais comme c'était un neurologue de province, et que bon, c'était une maladie pas connue, tout le monde s'en fichait, bon voilà. Les grands professeurs parisiens disaient mais c'est pas du tout intéressant, tout ça, il faut faire autre chose. Bon. Et donc, le résultat, c'est qu'il n'y avait pas de tableau clinique. Et ce qu'a fait Yolande de Guépert, et ce qu'ont fait par la suite les parents, c'était de les filmer, leurs enfants, de
de faire des documents audiovisuels pour les montrer aux médecins en disant ben voilà la maladie que vous ne connaissez pas, ben là voilà, devant vos yeux, faites quelque chose avec ça. Donc ce sont en gros des documents qui participent à l'élaboration du tableau clinique de la maladie. C'est ça qui est important et qui apporte donc une connaissance tout à fait essentielle pour l'avancée de la recherche sur ces maladies. Et puis les associations mènent des enquêtes aussi. Et ça c'est un point très important. Je pense par exemple à une petite association qui s'appelle Génération 22, qui est concernée par un syndrome chromosomique qui est assez épouvantable. C'est un syndrome, il y a une microdélétion sur le chromosome 22 et qui vient avec des tas de manifestations diverses et variées, des troubles organiques, psychiatrie, cognitifs, enfin bon, c'est une maladie pas rigolote du tout. Et cette association, au début, lorsqu'elle s'est créée dans les années 2000, les parents, certains parents venaient en disant écoutez, on ne comprend pas, notre fille qui a la maladie, elle a 15-16 ans et elle a une schizophrénie. Bon, alors les familles allaient voir le médecin et puis les grands professeurs parisiens, comme toujours, ont dit écoutez, schizophrénie, mais pas du tout, chère madame, ça n'a rien à voir avec le syndrome, vous comprenez bien que c'est un syndrome chromosomique, etc. Bon. Donc, comme ces cas se répétaient, les familles ont dit on n'a qu'à faire une enquête, puisque les médecins vont dire que tout ça n'a plus d'importance, que c'est pas lié, nous allons faire une enquête. Donc, l'association a lancé une enquête France entière en demandant aux familles, alors j'avoue que c'est un peu intrusif, enfin, en demandant aux familles avez-vous rencontré un problème psychiatrique, ils ne disaient pas nécessairement schizophrénie parce que c'était quand même très effrayant, chez vos enfants qui ont cette maladie. Et le résultat a été qu'en effet, la prévalence de la schizophrénie dans ce syndrome est plus élevée que dans la population générale. Ça, évidemment, quand l'association est allée revoir les médecins et les chercheurs en disant voilà, on a fait une enquête, donc vous voyez, regardez, à partir de là, ils ont commencé à réfléchir. Ils ont dit oui, effectivement, c'est peut-être à considérer. Et c'est à partir de là qu'un certain nombre d'équipes de recherche ont décidé de lancer des projets en psychiatrie génétique, qui est une discipline mixte qui n'existait pas tout à fait encore à l'époque, en disant qu'il serait peut-être intéressant d'explorer justement ces syndromes chromosomiques qui ont des présentations psychiatriques. C'est devenu aujourd'hui un peu le mainstream dans la recherche en génétique médicale, mais dans les années 2000, c'était très rare de voir des généticiens et des psychiatres qui travaillaient ensemble pour faire des projets de psychiatrie génétique. Donc voilà pour ce deuxième ensemble d'outils qu'utilisent les associations. Troisième ensemble, les financements. Alors évidemment, les financements, c'est toujours ce qui vient en premier lieu. On dit l'AFM a de l'argent. L'AFM a beaucoup d'argent. Elle a créé en 1987, comme vous le savez, elle a lancé le Téléthon qu'elle a importé des États-Unis. Donc c'est un appel au don qui lui rapporte tous les ans à peu près 100 millions d'euros, dont la moitié consacrée à la recherche et l'autre moitié à l'aide aux familles. Mais des associations comme ça, il y en a très très peu en France, et même dans le monde. Donc la plupart des associations en fait sont pauvres, elles ont des moyens extrêmement limités, mais pour autant, le peu de moyens qu'elles ont, elles l'utilisent parfois pour pouvoir soit contribuer au financement de petits équipements de laboratoire par exemple, ou apporter un peu d'argent à une étude complémentaire dans un gros projet de recherche, parce que pour les laboratoires, avoir du petit argent c'est difficile, parce qu'on est soumis, évidemment, c'est bien normal, au marché public, aux règles du marché public. Donc s'il nous manque, mettons, 5 ou 10 000 euros pour acheter un instrument, on ne trouve pas facilement aussi par que ça disparaît. On peut trouver beaucoup de gros argent, mais pas de petits argents. Donc les associations souvent facilitent en fait, font la jonction, font le joint entre le gros argent et le petit argent. Et puis surtout, elles financent des doctorants. Et ça c'est très important, parce que l'objectif des associations, c'est que ce soit des jeunes qui travaillent sur leur maladie pour assurer la pérennité d'une communauté de chercheurs sur ces maladies qui sont rares. Il y a des générations de chercheurs qui travaillent sur les maladies rares, et quand ils ne seront plus là, s'il n'y a pas de relève, ça va à nouveau retomber dans l'oubli. En tous les cas, c'est ce que disent les associations. Et donc, elles préfèrent soutenir des jeunes doctorants plutôt que des chercheurs confirmés. Autrement dit, les financements qui sont apportés par les associations malades, aux chercheurs, ce sont des financements dédiés. Elles ne donnent l'argent qu'après avoir discuté avec l'équipe sur qu'est-ce qu'elle va en faire, pour faire avancer quoi. Elles demandent aux équipes de rendre compte, elles demandent aux équipes de lire leur projet, et donc c'est de l'argent
qui est exigeant en fait pour les équipes de recherche. Et en plus, ça porte sur des sujets très variés. Bon, je parle beaucoup de biomédical, de clinique, mais en fait, les associations financent beaucoup de recherche sur la prise en charge et le coût de la prise en charge, parce que c'est un sujet très important dans la gouvernance des questions de santé, notamment dans un contexte, comme vous le savez, de ressources quand même limitées. Alors là, je voulais juste montrer une étude qui avait été financée par l'association Vaincre la mucoviscidose, une étude qui a été menée par une équipe de chercheurs en gestion. Alors c'est un travail qui a été fait par l'un de mes anciens, l'un de mes anciens doctorants en thèse qui s'appelle Pierre-André Juvel, qui maintenant est au CNRS. Vaincre la mucoviscidose, en fait, c'est dit la tarification de la mucoviscidose est beaucoup trop basse. Comme vous le savez, en France, la tarification des activités hospitalières est basée sur ce qu'on appelle la T2A, qui est la tarification à l'activité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'hôpital est payé en fonction des actes techniques qui sont effectués par les médecins. Alors, ça suscite évidemment des tas de débats divers et variés. Je vais juste me concentrer ici sur cet aspect dit technique. Pour la mucoviscidose, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'hôpital est financé pour le temps moyen passé par les professionnels à l'hôpital en présence du patient. Donc c'est ce qui permet, là, sur le côté gauche de l'écran, de calculer le temps moyen que passent les professionnels en présence du patient, 123 minutes, dont 58, je crois, 54 en consultation médicale. Donc c'est un tarif qui n'est pas très élevé par rapport à d'autres types d'actes techniques, beaucoup plus techniques, de chirurgie par exemple. En revanche, le temps moyen passé par les professionnels hors de la présence du patient, mais pour le patient, il est considérable. Parce qu'il faut qu'ils se coordonnent, tous ces professionnels, entre eux. La coordination entre l'assistant social qui va prendre en charge les patients à domicile, au niveau école, au niveau travail, les psychologues, les chirurgiens parfois, également les professionnels qui sont en ambulatoire, parce que c'est eux qui font le suivi au jour le jour du patient à domicile. Donc c'est un temps énorme de coordination, et ce temps-là, il n'est pas tarifé en France, en tout cas par la T2A. Et ce qu'a demandé Vaincre la mucoviscidose, c'était de dire, écoutez, si l'espérance de vie des personnes avec mucoviscidose en France ont ont plus que doublé entre les années 50 et aujourd'hui, et c'est très lié en fait à la prise en charge, pas aux médicaments puisqu'il n'y en a pas, ni même à la greffe parce que les greffes sont très compliquées, c'est surtout la prise en charge. Et donc, Vaincre la mucoviscidose a dit, ça coûterait peut-être un tout petit peu plus cher à la collectivité locale de tarifer ce temps moyen passé hors de la présence du patient, mais beaucoup moins cher que lorsqu'il faudra opérer, chercher des greffes, etc., pour les patients. Donc c'est la proposition qu'a faite cette association à la sécurité sociale, et comme vous vous en doutez, la sécurité sociale n'était pas du tout d'accord, parce que ça coûte très cher, et puis, enfin, de son point de vue, et puis surtout, la sécurité sociale, en fait, avait peur que d'autres associations viennent taper à sa porte en disant, bah, nous aussi, augmenter le tarif de prise en charge de telle pathologie chronique, etc., ou de la maladie d'Alzheimer, par exemple, parce que les associations Alzheimer en France ont pris exemple justement sur Vaincre la mucoviscidose en disant que la prise en charge de la maladie d'Alzheimer était malheureusement très mal tarifée en France et donc ne permettait pas de couvrir le coût de la prise en charge. Donc voilà le type disons, de recherche que financent justement les associations. On n'en parle pas beaucoup, c'est pour ça qu'il me paraissait intéressant d'en faire mention dans cet exposé. Et puis enfin, et avant de conclure, la dernière façon pour les associations de participer à la recherche, c'est évidemment la participation des malades eux-mêmes. Alors, dans le cas des maladies rares, c'est très particulier parce que les maladies rares, on en a répertorié entre 7 000 et 8 000. Aujourd'hui, on en découvre à peu près un par semaine. Ce sont des maladies qui affectent moins d'une personne sur 2000. Ça, c'est le taux de prévalence retenu par la législation. Et ce sont des maladies qui, à 80%, sont d'origine génétique. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que si on veut faire de la recherche sur les maladies rares, il faut que les chercheurs disposent de matériaux biologiques, et particulièrement de l'ADN. Donc, les malades sont sollicités pour donner leur ADN. Et ce sont les associations, en fait, qui sont sollicitées, puisque les associations ont le contact avec les malades, alors que les médecins non. À la fac de médecine de Cochin, il y a une statistique, la première, je crois, qui avait été faite en France, qui montre que un médecin, un peu plus aujourd'hui, parce qu'on commence à connaître les maladies rares, mais un médecin a
à peu près un médecin tout au long de sa carrière a la probabilité de rencontrer un malade concerné par une maladie rare. Un seul. Forcément, il ne sait pas. En plus, ce n'est pas enseigné à la faculté, les maladies rares, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. C'est très peu enseigné. Il y a des maladies qui sont enseignées, mais l'idée de maladie rare n'est pas enseignée. Donc ce sont les associations qui ont le contact avec les malades, ce sont les associations qui peuvent donc solliciter les malades pour que les chercheurs puissent faire des prélèvements de matériaux biologiques. Ce sont aussi les associations qui sont sollicitées pour que les malades soient inclus dans les essais cliniques quand le temps est venu de faire des essais cliniques. Alors ce sont des choses maintenant qui sont très régulées, hein. On ne peut pas juste vous dire on prend de l'ADN, merci, les chercheurs vont travailler. Il y a une régulation très stricte sur ces collectes, mais il n'en reste pas moins que beaucoup d'associations ont mis en place eux-mêmes des banques d'ADN, et c'est le cas par exemple de l'AFM. Sur cette image à gauche, vous voyez la banque d'ADN de l'AFM qui renferme à peu près l'ADN de plusieurs milliers de familles, plusieurs dizaines de milliers de familles concernées par à peu près 400 maladies. C'est la plus grande banque d'Europe. Même les professionnels et les institutions de recherche n'ont pas une banque comme celle de l'AFM. Donc évidemment, on dirait les économistes, c'est un actif spécifique très particulier sur lequel lorgnent les chercheurs. Et ils lorgnent tellement qu'aux États-Unis, les associations de malades qui ont donné leur ADN aux chercheurs ont décidé que lorsque ces chercheurs trouvaient des médicaments, par exemple, qui, à partir de cet ADN, à partir de recherches sur l'ADN, eh bien, ils allaient demander d'être copropriétaires du brevet sur ces médicaments. Et c'est devenu un modèle, alors très compliqué à mettre en place. Là, j'ai des collègues juristes, Florence Bélivier et Christine Boisville, qui ont étudié en fait ce type de dispositif dans lequel les associations de malades disent aux chercheurs et aux industriels, mais puisque vous avez travaillé sur mon ADN, que maintenant vous avez fait un médicament sur lequel vous avez tiré des profits, ce qui est bien normal, eh bien moi je réclame d'être copropriétaire de ce médicament, ne serait-ce que pour pouvoir avoir un accès aux médicaments, là je parle des États-Unis, où comme vous savez le prix des médicaments est libre et extrêmement élevé. Il faut avoir en tête qu'un médicament rare, il n'y en a pas beaucoup pour une maladie rare, ça coûte à peu près 400 000 $ par an par patient. Donc évidemment, très peu de gens sont capables d'affronter, de payer ce montant. En France, nous avons la chance, en Europe en général d'ailleurs, puisqu'il y a des tas de formes de remboursement ou de subvention. Mais le, entre guillemets, vrai prix des médicaments appliqués par les industriels hors d'Europe, c'est de cet ordre de grandeur. Donc en effet, les associations ont demandé d'être copropriétaires des brevets des recherches faites à partir de leur ADN pour pouvoir bénéficier d'un prix ou d'un accès, en tous les cas, modéré aux médicaments qui seront fabriqués à partir de leur ADN, ce qui pose des tas de problèmes. Hein. Par ailleurs, des tas de problématiques, c'est est-ce qu'on est propriétaire de son ADN? C'est évidemment une question qui est très étudiée par les éthiciens. Alors, deux mots pour conclure, parce que j'ai déjà trop parlé et je serais ravie d'échanger avec vous. Tout ça pose beaucoup de défis, énormément de défis, mais je vais juste pour conclure en relever deux. Premier défi pour les associations. On parle tout le temps d'argent. On dit oui, la FM, bien sûr, elle peut faire ça. Alors, bien sûr, la FM peut faire des tas de choses. Elle a son laboratoire propre, elle enseigne même des essais cliniques. C'est une association très courtisée parce qu'elle a beaucoup de capacités, de moyens, elle a beaucoup de réseaux de recherche. Elle est animatrice de tas de réseaux au niveau français mais aussi international. Mais en fait, quand on enquête auprès des associations, l'argent, ce n'est pas, je dirais, la ressource la plus critique pour mener un partenariat efficace avec les spécialistes. Ce que disent les associations, c'est que ce qui leur manque, c'est du temps et de l'énergie. Parce que pour comprendre comment fonctionne le milieu scientifique, pour aller négocier avec la Haute Autorité de Santé, pour aller parler avec l'INSERM, pour savoir qui fait quoi parmi les généticiens, les pédiatres, les psychiatres, les neurologues, etc., pour comprendre comment fonctionne la tarification à l'activité en France, comment sont calculés les coûts d'une maladie, c'est un travail à temps plein, en fait. Et donc, dans les associations dans lesquelles on a pu enquêter, les personnes qui s'occupent de ça, ce ne sont pas, bien sûr, tous les membres contribuent, mais il y a vraiment des personnes qui ne font que ça, et elles le font à temps plein. Parce qu'elles ne travaillent pas, ou parce que voilà, ce sont des personnes qui sont à la retraite et qui disent ben voilà, on va le faire. Autrement, les gens ils passent leur nuit, leur week-end, leurs vacances. Donc pour les associations, la difficulté, c'est que mener un partenariat avec les professionnels, ça suppose d'être
première leçon à retenir, et c'est vrai que c'est probablement un des défis auxquels sont confrontées les associations aujourd'hui, c'est l'argent un petit peu, mais c'est surtout le temps, les compétences, l'énergie qu'ils peuvent mettre pour s'engager dans des actions collectives qui nécessitent un niveau quasi professionnel. Et puis il y a aussi un défi, et ce sera un moment de conclusion, pour les institutions. Pourquoi ? Parce que les institutions collaborent aujourd'hui avec les associations, simplement les institutions scientifiques n'ont pas été faites pour absorber la multiplicité des connaissances, et en particulier pour absorber la connaissance basée sur l'expérience des malades, pour une raison très simple, c'est qu'elles n'ont pas été conçues pour cela. Les institutions scientifiques, elles ont été conçues pour consolider une seule forme de connaissance qui est la connaissance scientifique. C'est assez normal, en fait, qu'elles ne sachent pas ou qu'elles ne soient pas capables de prendre en compte ces connaissances expérientielles, ce savoir des malades, puisque ce n'est pas fabriqué comme ça, les institutions, historiquement, en tout cas en Europe occidentale et en Amérique du Nord. Donc il y a un défi là aussi pour les institutions qui est d'essayer de trouver ou d'imaginer des arrangements institutionnels qui leur permettent de pérenniser le dialogue avec les associations de malades. Et pour terminer, je voudrais montrer ce qu'essaie de faire l'INSERM, parce que l'INSERM est évidemment en première loge dans ce type de problématique. L'INSERM a créé un groupe de réflexion avec les associations de malades, qui est composé à la fois de représentants d'associations de malades, de chercheurs et de membres de l'administration INSERM. C'est un groupe qui est placé auprès de la présidence de l'INSERM, et ce groupe se réunit très régulièrement pour qu'une réflexion et un apprentissage mutuel soient faits entre des chercheurs et des associations pour savoir que veulent les associations, quels sont les problèmes sur lesquels elles souhaiteraient qu'il y ait des politiques de recherche développées, et pour que l'INSERM entende les associations, mais aussi pour que les associations entendent l'INSERM, c'est-à-dire que les associations comprennent en quoi consiste une institution de recherche comme l'INSERM, quelles sont ses contraintes, ses limites, mais aussi le type de collaboration qui peut être menée avec elle. Donc je vais m'arrêter là. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et puis je serai ravie d'échanger avec vous. Merci. Il s'agit d'une population qui est très particulière. Ce sont des gens qui sont sourds, qui sont gravement sourds, et puis, pour des raisons juridiques, pas forcément, et qui bénéficient maintenant d'un traitement qui est extrêmement efficace pour le scientifique et clinique, c'est-à-dire qu'on peut réaliser ce qu'on appelle un implant cochléaire, c'est-à-dire qu'on introduit dans l'enroulement de leur cochlée un fil avec des contacts espacés sur ce fil, et ces contacts servent à envoyer des impulsions électriques à la cochlée et au lien de cette cochlée avec donc les composantes du cerveau qui s'occupent de l'audition. Et ces personnes deviennent à ce moment-là, il faut le faire très tôt pour que ça marche très bien, et à ce moment-là, ces enfants non seulement entendent des choses qui sont très très différentes de ce que nous entendons, puisque, vous le comprenez, c'est une simplification extrême de l'audition, d'avoir un contact régulièrement espacé à l'intérieur de la cochlée. Mais ces enfants entendent quelque chose, sont capables de discerner dans la conversation d'un adulte à leur égard, d'apprendre à comprendre ce que dit cet adulte, en langage qui ressemble à celui que nous comprenons, et ils sont capables de se faire ils sont capables de se mettre à parler, ils sont démutisés. Vous le savez sûrement, les sourds autrefois n'avaient pas cette possibilité, ils étaient obligés d'utiliser d'autres moyens,
Et on avait inventé pour eux le langage des signes, si bien qu'il y a toute une culture du langage passant uniquement par la vue, par le mouvement, des gestes, et toute une culture a été basée là-dessus, une culture qui d'ailleurs est internationale, même s'il y a des dialectes du langage des signes qui appartiennent à tel ou tel ensemble culturel ou à tel pays. Et à un moment donné, j'ai été contacté, alors je ne vous dirai pas le nombre de dizaines d'années, parce que ça ne peut pas avoir d'avantage. Donc, l'association de sourds m'a contacté et ils avaient constitué un sous-groupe des sourds, si vous voulez, qui s'appelle les sourds en colère. Alors, ils étaient en colère, pourquoi? Eh bien, ils étaient en colère parce qu'ils considéraient que l'acquisition du langage des signes était une culture nouvelle qu'ils s'étaient donnée, qui leur était spécifique, qui était très riche et qui éventuellement pouvait apporter des choses que le langage parlé ne pouvait pas apporter. Par ailleurs, ils étaient conscients du fait que le traitement avait quand même un effet secondaire, c'est-à-dire que l'implant cochléaire détruit quand même les constitutifs standards de la cochlée, les cellules ciliées externes, les cellules ciliées internes, tout ce qui est constitutif du potentiel microphonique, vous en passez, c'est beaucoup de choses. Et donc, le jour où une nouvelle façon de traiter la surdité permettrait de faire évoluer des raisons spécifiques de telle ou telle surdité, le fait qu'un individu soit implanté cochléaire, qu'il ait été soigné avec cet implant cochléaire, le rendait incapable d'accéder, le rendra incapable d'accéder à cette nouvelle éventuelle découverte. Voilà, donc les sourds en colère, bon, je ne les vois plus manifester. Autrefois, ils manifestaient, c'était un peu spectaculaire, puisqu'ils défilaient dans la rue en faisant des gestes, c'est-à-dire qu'ils disaient avec leurs signes qu'ils n'étaient pas d'accord, mais c'était une manif sans aucun bruit, c'est particulier. Je ne sais pas ce qu'on pense. Oui, alors merci beaucoup pour ce témoignage, parce que figurez-vous que ce qu'on appelle dans la littérature, en sociologie, en sciences politiques, les communautés de sourds sont très étudiées pour exactement la raison que vous venez de vous exposer. C'est-à-dire qu'en fait, il y a, en tout cas dans les pays de culture anglo-saxonne, cette idée très forte que la surdité n'est pas une maladie, c'est un élément fondamental et non négociable de l'identité des personnes sourdes, qui sont en fait généralement des personnes nées sourdes. Donc, ce ne sont pas des personnes qui ont acquis la surdité avec l'âge ou à cause d'une maladie, et qui sont nées sourdes. Et donc, aux États-Unis, en Angleterre, en Suède, des communautés de sourds, un peu comme les sourds en colère, eux ils ne sont pas en colère parce que là-bas c'est parfaitement admis, forment des communautés de sourds qui considèrent que, premièrement, ils ne sont pas malades ni handicapés, ils sont juste sourds. Deuxièmement, que la surdité est quelque chose qui doit être préservé, puisque ça fait partie de la variété anthropologique. Autrement dit, si on essaie de soigner les sourds, c'est un raisonnement évidemment qui mérite quelques réflexions. Leur crainte, c'est que si on commence à implanter tout le monde, au bout d'un moment, non seulement il n'y aurait plus de sourds, mais en plus la culture sourde disparaîtrait. Et en effet, troisièmement, il y a une culture sourde qui est liée au langage des signes. Et ça a été démontré d'ailleurs en sociolinguistique, puisque le langage des signes présente toutes les mêmes caractéristiques que n'importe quel autre langage humain. Donc, ces communautés refusent d'être implantées, et dans certains pays, elles ont le droit, évidemment. Enfin, personne ne leur fait pression sur eux pour être implantés. Alors qu'en France, et peut-être pour ça qu'on les voit plus tellement, c'est très particulier en fait comme forme de mobilisation, parce que en France, l'idée qu'on puisse être une communauté basée autour d'une culture particulière, que ce soit la surdité ou autre chose, c'est quelque chose qui est très, qui est très étranger à l'histoire politique de la France. Aux États-Unis, on vit en communauté. Enfin, la communauté, le droit de vivre en communauté, les amendements de la Charte fédérale des États-Unis. En France, en fait, vivre en communauté, c'est quelque chose qui n'est pas très admis. Et donc, ces sourds en colère, je me souviens, peut-être que vous avez entendu parler de cela, d'une manifestation qu'ils avaient faite à Lyon. Il y avait des personnes sourdes
implantés en France, qui ont arraché leur implant pendant la manifestation. C'était assez épouvantable, du sang partout. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est difficile, enfin qui en tous les cas en France ne trouve pas écho par rapport, je dirais, à l'histoire politique, à la façon dont on conçoit les communautés. Alors dans les pays anglo-saxons, en particulier aux États-Unis, ça peut aller très très loin. Par exemple, aux États-Unis, il y a des villes de sourds, ça devient vraiment très particulier, des villes où il n'y a que des sourds, où la charte et les régulations de la ville font que tous les gens doivent être sourds pour y vivre, en tous les cas qu'il y ait une majorité de sourds dans les écoles, dans les entreprises, etc., et qui revendiquent que ce soit le langage des signes américains qui soit parlé, et non pas le langage oral, puisqu'ils ont très peur que si le langage oral est acquis au travers d'un plan cochléaire, cette culture sourde disparaîtra. Donc c'est vrai pour les sourds, c'est vrai aussi aux États-Unis pour le nanisme. Il y a une forme de nanisme génétique qu'on appelle la chondroplasie. Je me souviens d'une association qui s'appelle l'Association des petites personnes aux États-Unis. Et dans cette association, il y avait même des réunions qui étaient organisées par l'association pour que les jeunes en âge de procréer qui avaient cette maladie se rencontrent afin plus tard de fonder une famille de manière à ce qu'ils aient aussi un enfant ayant la chondroplasie, de manière à ce que cette forme de nanisme ne disparaisse pas. Donc, je voulais juste signaler ces exemples parce que ça donne une idée très large, en fait, de la façon dont les associations définissent ce que c'est qu'une maladie. Parfois, elles considèrent que c'est aussi le cas d'ailleurs de certaines associations qui regroupent des personnes qui ont le syndrome d'Asperger. Ces gens disent qu'ils ne sont pas malades, ils disent nous sommes neuro-atypiques. Ce n'est pas tout à fait la même chose que d'être malade. Donc c'est vrai qu'autour des maladies, il y a à la fois cette mobilisation pour la recherche, mais des recherches variées. C'est-à-dire que les sourds, ce n'est pas la recherche biomédicale qui les a intéressés, c'est la recherche sociolinguistique, parce que c'est cela qui leur a permis de démontrer qu'ils avaient en effet une culture à part entière. Ça... Oui, vous avez beaucoup parlé, évidemment, que c'est le sujet de votre conférence, des associations. Alors, pourquoi ce groupe-t-on? Lorsque l'on est malade, est-ce qu'il y a un critère commun qui nous rassemble? Et ce critère commun crée, bon an, mal an, une association avec un statut administratif ou juridique à définir, peu importe, on est un groupe. À quoi sert un groupe? Sinon, à exercer une pression pour que le langage s'instaure, comme vous l'avez évoqué, dans les différentes organisations que vous avez citées, en particulier en dernier, autour de l'INSERM. Vous savez certainement que les malades qui s'adressent aux représentants de l'institution médicale se heurtent souvent à un mur d'incompréhension qui est digne de Molière. On prend les malades pour des crétins, quels qu'ils soient, même s'ils ont une culture scientifique honorable, et on les traite comme des chiens. Alors, à quoi sert le groupe de pression d'une association, puisque c'est ça le but? Parce que si on évoque le pouvoir de quoi? Le pouvoir de décider d'une recherche et d'un financement. Vous avez évoqué le problème de la taille des associations. Je pense à la maladie de Crohn, qui nous intéresse, dont le nombre de malades est en croissance vertigineuse. Il n'y a pas d'association qui ait le pouvoir et qui ait la taille de financer un laboratoire propre. Alors, comment fait-on pression sur l'administration pour obtenir les crédits nécessaires à la recherche et comment a-t-on accès à cette recherche? Merci beaucoup, monsieur. Alors, il y a beaucoup de questions dans ce que vous avez dit. Je vais peut-être essayer et je vous remercie, peut-être essayer de les serrer. Alors, première question, pourquoi on se regroupe? Historiquement, en fait, c'est vraiment une innovation organisationnelle, les associations de malades, parce que pendant très longtemps, les malades ne voulaient pas se regrouper entre eux, parce que c'est pas très facile de retrouver des gens qui ont les mêmes problèmes que vous, certains qui sont même dans des situations plus graves que vous. Vous voyez la maladie, ce que vous allez devenir. Et en plus, pendant très longtemps, la façon dont étaient régulées les relations entre les médecins et patients, c'est cette fameuse relation qu'on
appelle le colloque singulier, c'est-à-dire que c'est un médecin face à son patient comme médecin. Le médecin a souvent des instincts de propriété. Et donc l'idée que les patients se retrouvent entre eux, discuter entre eux et lui dire des choses, et puis éventuellement venir en disant écoutez docteur, je ne suis pas content parce que vous prenez en compte telle chose, ça c'était très difficile à gérer pour les médecins. Donc d'une part, les patients se retrouvent pas facilement, peut-être aujourd'hui davantage, mais sur certaines maladies, par exemple, il y a des gens qui ne veulent pas se regrouper parce que ça leur fait peur, parce qu'ils ont peur d'être stigmatisés s'ils forment un groupe, etc. Et puis, en plus, les relations avec le médecin, vous l'avez dit vous-même, parfois c'est vrai que quand on dit qu'on sait des choses quand on est un patient, le médecin dit oui, enfin, il dit rien en fait. Globalement, il ne vous écoute pas. Donc c'est vrai que ce n'est pas évident. Alors, à quoi sert de se regrouper ? En fait, c'est très intéressant parce que, historiquement, les premières associations qui sont nées aux États-Unis, c'est les alcooliques anonymes. Et c'est très intéressant parce que, premièrement, c'était quand même un problème tabou, l'alcoolisme. Donc, c'est pas facile de se retrouver. C'est pour ça que c'était des groupes anonymes, c'était pas facile de se retrouver en disant, voilà, quand on dit alcoolique, c'est quand même des gens, moi je suis toujours étonnée par les chiffres, qui sont capables de boire 5-6 bouteilles d'alcool par jour. Donc, c'est quand même des situations absolument dramatiques. Ils se sont regroupés pourquoi ? Parce que, vous verrez, c'est un petit détour pour arriver à la question de comment on fait pression quand on n'a pas d'argent. En fait, pourquoi ils sont regroupés ? Parce qu'aux États-Unis, donc l'alcoolique anonyme s'est créé en 1937, et à l'époque aux États-Unis, l'alcoolisme était considéré comme un crime. C'est d'abord considéré comme un trouble à l'ordre public, comme en France. Donc si on vous trouve aviné dans l'espace public, on vous met en prison, enfin, dans un poste de police. Et puis surtout, aux États-Unis, à l'époque, l'alcoolisme c'était considéré comme un manque, disons comme une maladie de la volonté. C'est-à-dire que l'on disait que si les gens sont alcooliques, c'est parce qu'ils manquent de volonté. Et donc, quand ils étaient en prison, on leur faisait des électrochocs, qui était un traitement très courant dans les années 30, de manière à ce qu'ils retrouvent leur volonté. Ils disaient un électrochoc, oui, maintenant je vais arrêter. Alors, le résultat, c'est qu'ils sortent de prison, ils avaient complètement... pardonnez-moi l'expression, dessoulés, et puis surtout ils avaient pris quand même pas mal de chocs dans la tête, et puis au bout de 2 jours, ils ont commencé à voir ça, donc prison, électrochoc, la rue, prison, électrochoc, la rue, donc ils sont arrivés au bout d'un moment dans un état de délabrement physique, psychologique, moral, tout ce qu'on peut imaginer, après un parcours comme ça, et c'est comme ça qu'ils ont progressivement décidé de se réunir. D'abord parce qu'ils se retrouvaient dans une église baptiste, donc il y avait déjà une sorte de fondement en fait de la communauté, et puis ils ont décidé de se réunir en disant ce qu'on veut, on va faire pression pour que les psychiatres arrêtent de nous faire des électrochocs. C'est déjà assez dur d'être alcoolique, si en plus on nous fait des électrochocs, on est fichu, on ne va jamais s'en sortir. Et c'est à partir de cette décision et de la discussion qu'ils avaient entre eux en disant mais comment fais-tu toi pour essayer de ne pas boire en permanence, parce que c'est quand même leur journée à boire ces gens. Eh bien moi j'essaie de, si j'ai soif, je ne sais pas si on peut utiliser cette expression, mais enfin si j'ai envie de boire, ben, j'attends la minute d'après, même la demi-seconde d'après, reculer le moment de boire. Donc ils ont mis en place cette entre guillemets thérapie très connue qu'on appelle les 12 steps, et qui consiste en fait une thérapie progressive vers l'abstinence, qui n'est plus du tout à la mode aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des tas de moyens entre guillemets de lutter contre l'alcoolisme. Mais le point très important qu'apportait cette association, c'était de dire que l'alcoolisme, ce n'est pas un problème de volonté, c'est un problème d'addiction. Et c'était la première fois dans le langage psychiatrique que le terme addiction est apparu, c'est-à-dire ce n'est pas la faute de la personne, c'est la faute de la substance. Je caricature un peu, mais c'est ça l'idée. Et donc ce qu'il faut faire, c'est de faire en sorte de mettre la substance à distance des personnes. Alors pourquoi je prends cet exemple ? Parce que Alcooliques Anonymes, ils avaient très peu d'argent. Simplement, ce qu'ils ont fait, et c'est de vous parler de comment faire pression, c'est là où je disais que l'argent compte, mais il y a beaucoup d'autres choses qui comptent, c'est un travail qui prend des décennies en fait. Ça prend des décennies d'aller parler, mettre un pied dans la porte d'une institution, d'aller lui expliquer, de lui apporter des preuves, de réunir des gens. L'AFM est née en 58, on en parle aujourd'hui beaucoup parce que c'est une des associations les plus puissantes de France, voire du monde. Mais l'AFM en 58, ils étaient 3 couples. Ils faisaient des crêpes le dimanche pour donner des fonds. C'était une association qui a eu un parcours vraiment très laborieux. Et
toutes les associations sont comme ça. Et très souvent, malheureusement, elles s'arrêtent en chemin parce que voilà, les gens n'ont plus d'énergie. Alors, vous avez raison, peut-être que les pouvoirs publics, alors en plus, comble de tout, si je puis dire, maintenant qu'elles sont connues, les associations, les pouvoirs publics leur demandent beaucoup de choses. On leur dit, est-ce que vous ne pourriez pas faire ci, est-ce que vous ne pourriez pas venir demain matin à la HAS, alors que bon, les gens, il faut qu'ils prennent en voyage, il faut qu'ils prennent une demi-journée de congé, s'ils travaillent. Donc elles se trouvent un peu victimes aussi de leur succès parce qu'elles sont constamment sollicitées et en même temps elles ont ni le temps ni l'argent pour faire ce qu'elles auraient envie de faire. Donc en deux mots, l'argent oui c'est important et je pense que les pouvoirs publics, et c'est un peu une réflexion d'ailleurs qui commence à se nouer au sein des institutions, probablement que les pouvoirs publics devraient non pas donner de l'argent pour faire des projets, mais donner de l'argent pour assurer la pérennité de l'association. C'est-à-dire donner à l'association les moyens tout simplement d'aller à des réunions, de réunir des gens, d'avoir une salle, enfin toutes ces choses en fait qui paraissent tout à fait anodines, mais qui sont essentielles dans la vie associative et qui permettent de maintenir la mobilisation sur le long terme. Vous signaliez la maladie de Crohn, alors c'est vrai qu'il y a une association sur la maladie de Crohn qui est membre du GRAM d'ailleurs, comme vous le savez peut-être. C'est une association qui effectivement n'a pas les moyens de l'AFM, mais au travers de cette, c'est ça que j'ai apprécié, pression, disons, la douce pression et néanmoins ferme exercée par les associations partout où elles peuvent, c'est au travers en fait de ces moyens divers et variés qu'éventuellement elles peuvent se faire entendre. Mais il faut faire attention, enfin comment dire, c'est pas qu'il faut faire attention, c'est que c'est difficile de se faire entendre par les associations, mais au sein même des associations, parfois les gens abandonnent, tout simplement parce qu'ils se disent ben, ça sert à rien et puis on a tellement d'autres choses à faire, ils ont bien raison d'ailleurs. On a la vie tous les jours, on est malade, etc. Donc le fait de s'engager dans la recherche et tout ça, il y a beaucoup de malades en fait qui n'ont pas envie. Je veux dire, il n'y a pas que ça dans la vie associative, il y a aussi d'autres priorités, d'autres objectifs. Donc ce dont je vous ai parlé, c'est vrai, c'est quand même quelque chose d'assez spécifique, même si ça commence à se répandre. Oui, alors moi je voulais poser une question, mais aussi vous donner une information. Vous n'aurez pas autrement, parce que je ne vous le dirai pas. Je vais vous parler des offres. Vous attendez, on a pas mal de Kakemono aujourd'hui. Et il se trouve que là, on l'avait invité à parler de ses travaux, parce que vous avez bien partie aujourd'hui, dans une des sessions des offres, près des calendriers du programme des offres, et aussi un propre qui fait que ça va se poursuivre. Mais ceci est pour vous dire que c'est une problématique des citoyens par rapport à la science qui est importante dans cet événement. On a une session entière sur les citizen science, la science et le citoyen, qui était la session pour laquelle on avait sollicité Bologna, et qui aura lieu le 14 juillet du matin. Et mon annonce, avant de venir à ma question, c'est que pour justement augmenter cette interpénétration entre le point citoyen et puis ce forum professionnel, qui est quand même un forum en anglais, etc., pour le 14 juillet, on ouvre pour ce jour-là des inscriptions gratuites pour la journée du 14 juillet pour les offres. Donc ça, je voulais le dire, parce que c'est encore nulle part. Et ce jour-là, il y a cette session sur Citizen Science, qui est le matin. Il y a, ça a un rapport, c'est un rapport avec sciences et citoyens, la personne qui est le père, l'inventeur du concept des Fab Labs, des gens qui fabriquent eux-mêmes, qui fera la conférence plénière. Il y a aussi une session sur les Fab Labs. Il y a d'autres sessions, donc ça sera une journée intéressante. C'est en anglais, c'est au niveau, etc. Mais ça reste ouvert à plus de gens. Et ça, on le doit aussi, en partie, à Bologna, comme avait envisagé pour cette journée-là. Je voulais vous le dire. Alors, ma question maintenant, pour venir en dehors, bonjour d'abord, c'est en fait comment en fait les associations ou les patients parfois qui font partie de ces associations, tu l'as évoqué, se sentent finalement abandonnés par des associations qui sont plus préoccupées
de leur survie, de leur action, de leur influence sur les pouvoirs publics, que des préoccupations journalières des patients qui finalement les constituent. Alors en fait, comment on peut, exactement comme on se pose la question de notre session des offres là-dessus, pourquoi les gouvernements ne prennent pas au sérieux les citoyens, la science des citoyens et là, finalement, pourquoi plus on devient un groupe de citoyens actifs, et moins finalement on prend soi-même au sérieux les préoccupations journalières des patients qui nous constituent en tant qu'association. Alors, merci beaucoup Anne pour cette question. Alors c'est vrai que la difficulté, je pense, vient de ce que les citoyens ou les malades qui sont dans des associations et qui s'investissent dans la recherche, qui, comme je l'ai dit, prend quand même beaucoup de temps et puis occupe en général à peu près en fait, tout leur temps libre, on le sait, pour en avoir quand même vu beaucoup. Ce qui est très compliqué. Alors il y a plusieurs raisons qui font qu'au bout d'un moment on a l'impression que ces gens perdent de vue un peu les problèmes quotidiens des malades, et d'ailleurs les malades leur reprochent dans les associations en disant oui vous êtes occupés de parler avec les grands professeurs parisiens, etc. Mais nous en attendant notre gamin il meurt, on n'a pas de fauteuil roulant, enfin bon. Alors il y a plusieurs mécanismes en fait. Bon, il y a d'abord un mécanisme probablement assez général qui est un peu un mécanisme, si on peut dire, de valorisation de soi, et qui est très agréable, je suppose. C'est-à-dire que quelqu'un qui a une maladie très grave, qui, par exemple, n'est pas du tout d'un milieu scientifique, découvrant ce milieu, fréquentant tout ce gotha de la recherche clinique, tous ces généticiens, etc., à Paris et ailleurs, j'ai souvent constaté, mais je n'ai pas fait d'études particulières là-dessus, mais j'ai souvent constaté que ces personnes, et à juste titre, sont très fières d'être arrivées en fait, à faire cela. Et progressivement, ça fait complètement partie de leur identité. C'est-à-dire que ce sont des malades, mais ce sont des malades qui sont des super experts. Et cette idée d'être des super experts, ça les constitue, ça les maintient, c'est vers ça en fait c'est ça qui les anime en quelque sorte. Si bien que les malades qui ne sont pas experts ont vraiment l'impression que, vous parliez tout à l'heure, monsieur, des médecins qui n'ont rien à faire de ce que disent les malades, mais en effet, parfois les malades disent, bah ouais, les malades experts qui vont dans les réunions ministères, etc., bah nous, ils n'ont rien à faire en fait. Et ça crée beaucoup de tensions au sein des associations. Souviens-toi par exemple de l'AFM, il y a une scission au sein de l'AFM, parce que il y a des parents qui ont dit, nous, on est des parents, notre enfant est en train de mourir, on n'a pas ci, on n'a pas là, on n'a pas d'argent, on ne va pas aller parler avec, quand bien même ce serait des grands professeurs, on ne va pas perdre notre temps, entre guillemets, à cela. Donc il y a ce premier aspect qui fait qu'on a le sentiment, ce n'est peut-être pas vrai, mais on a le sentiment que ces malades experts, disons, ils perdent parfois un peu le contact, en effet, avec, disons, les malades plus ordinaires. Steve Epstein un collègue américain avait cette belle expression, il opposait ce qu'il appelle les lay experts, c'est-à-dire les experts profanes, et les lay patients, c'est-à-dire les gens qui sont profanes. Donc c'était assez bien vu, c'est-à-dire qu'il avait compris qu'il y avait cette scission. La deuxième raison, une autre raison pour laquelle les patients peuvent se sentir abandonnés par ceux qui, dans l'association, consacrent leur temps à faire pression auprès des pouvoirs publics, etc., c'est aussi probablement le fait qu'il manque d'outils au sein des associations, peut-être parfois, pour continuer à nourrir ce dialogue entre les malades experts, les scientifiques, etc. Donc il y a un petit problème d'outillage en fait. Les associations, par exemple, celles que je rencontre parfois dans des réunions, etc., c'est vrai qu'elles sont très expertes, les personnes qui viennent, les représentants de ces associations. Quand je vais interviewer des malades qui ne sont pas experts, ils sont très experts, c'est pour ça aussi que c'est absolument passionnant de travailler avec eux, mais on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne passe pas nécessairement parce qu'il n'y a pas les outils en fait qui sont en place. Et c'est particulièrement vrai quand il y a des associations avec des
des antennes, comme ils disent, en province, par exemple, où les gens en province, malheureusement, je vais dire un truisme, mais la France reste colbertiste, il se trouve qu'en province, ils ont l'impression qu'il y a des gens à Paris qui font des choses, qui vont à l'INSERM, puis il y a eux qui s'occupent de tout le reste, c'est-à-dire en particulier les problèmes au jour le jour, aller taper la porte au conseil général, trouver des sous pour que telle famille qui a des difficultés, etc. Donc il y a ce sentiment en fait d'inégalité dans l'accès aux ressources et dans le type de choses qu'on peut faire. Et ça, c'est vrai que c'est un risque. Je parlais tout à l'heure du défi pour les associations, c'est un risque, parce que le risque, alors c'est un risque, ça dépend comment on voit les choses, bien sûr. Après tout, si les associations se scindent en deux, c'est peut-être aussi bien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison pour que tout le monde se regroupe au sein d'une même association. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut probablement que les associations considèrent. Et d'ailleurs, je me souviens, dans l'histoire de l'AFM, à une époque, il y a eu la tentation de transformer l'AFM en une organisation indépendante de l'association de malades, en disant l'AFM s'occupera de tout, exactement ce que tu viens de dire, faire pression sur les pouvoirs publics, et puis il y aura les associations de malades. Et ils ont eu la sagesse, je crois, de dire non, c'est une très mauvaise solution, parce que la légitimité de l'AFM à faire pression sur les pouvoirs publics, ça vient des malades. Donc s'ils mettent les malades dans notre organisation, il n'y a absolument aucune raison pour que les institutions les écoutent. Oui. Madame, j'étais très intéressée par votre exposé sur ces associations de malades. Et je voudrais vous poser une question, un peu à titre comparatif. Nous sommes tous atteints d'une maladie, c'est pas une maladie, d'un état évolutif mortel, c'est le vieillissement. Est-ce qu'il existe des travaux comme ceux que vous faites en matière justement de vieillissement et en particulier, je dirais, les questions concernant un changement de regard des vieux vis-à-vis d'eux-mêmes et un changement de regard de la société vis-à-vis des vieux. Car ça, à mon avis, c'est pas le mien uniquement, c'est un très gros problème qui engendre tout un tas de méfaits dont on a les répercussions, dont on a connu les répercussions dans les mouvements du personnel des EHPAD. Donc moi je vous demande, est-ce qu'il existe donc des travaux sur des associations de vieux? Est-ce qu'il en existe de puissantes? Moi-même, je viens d'adhérer à une association qui s'appelle Hold Up. C'est assez joli comme nom. Hein. Ce n'est pas Hold Up, vous êtes des ventes pour compenser ce que vous appliquez comme argent récemment, mais c'est de Will. Je cherche à développer un groupe de cette association nationale, ici un groupe toulousain, comme il existe à Nantes, à Marseille et autres. Donc, tout ce que vous nous avez exposé m'intéresse aussi. Mais existe-t-il des travaux tels que ceux que vous faites pour les associations de malades? Les vieux sont pas des malades. Je suis bien d'accord, les vieux ne sont pas des malades. Et je suis bien d'accord que c'est un état évolutif auquel on n'échappera pas. Donc, c'est un problème de... D'ailleurs, plusieurs choses. D'abord, c'est un problème non pas de santé, mais c'est une préoccupation considérée comme une préoccupation de santé publique, liée au fait que la définition de ce que c'est qu'être en bonne santé, a changé. La définition de l'OMS, qui est toujours valable d'ailleurs, a changé au décours de la Seconde Guerre mondiale, puisque être en bonne santé, ce n'est pas seulement ne pas être malade, c'est être dans une situation où on peut vivre dignement et efficacement une vie sociale, familiale, citoyenne, collective, etc. Donc c'est être en bonne santé depuis 1945, je crois, mais tu me corriges là, si j'ai des sottises. Être en bonne santé, ce n'est plus ne pas être malade, c'est être en capacité, comme on dit aujourd'hui, qui est un mot assez à la mode, être en capacité de mener une vie pleine et entière, pour simplifier. Alors, il y a beaucoup de travaux, justement, qui sont faits sur le vieillissement. Alors, il y a des travaux, bien sûr, des travaux biologiques, sur les mécanismes du vieillissement, etc. Il y a des travaux en sciences sociales, il y a beaucoup de travaux en sciences sociales sur le vieillissement, qui est un thème, je dirais, assez essentiel aujourd'hui. En revanche, je ne connais pas beaucoup d'associations de malades, pardonnez-moi ce lapsus, d'associations de personnes qui se regroupent autour de la question du vieillissement, puisque les seules associations où il y a des personnes âgées qui se regroupent, c'est précisément autour de maladies. Alors Alzheimer, bien sûr, et d'autres conditions aussi. Je connais une petite association qui se trouve à Saint-Étienne, mais qui est une association qui s'appelle Synapse, qui a été créée en fait à la suite d'une cohorte mise en place par un
professeur de neurologie, qui s'intéressait au mécanisme du vieillissement, mais chez les personnes non malades. C'est-à-dire, c'est quoi le mécanisme naturel qui fait que nous perdons progressivement, enfin, nous perdons pas tous, heureusement, puis pas tous, enfin, avec des rythmes différents, qui fait que la personne est beaucoup plus vulnérable à des difficultés cognitives, des difficultés motrices, etc. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de commun, finalement, à ce... C'est une question vieille comme le monde, hein, mais on n'a pas de réponse. Donc, je connais cette petite association à Saint-Étienne, mais autrement, ce qui est très particulier, c'est que dans le cas du vieillissement, et je suis tout à fait d'accord avec vous, ce n'est pas facile de faire cause commune, au sens propre du terme. C'est-à-dire que dans les associations de malades, il y a une cause commune qui paraît évidente aux personnes malades, c'est la maladie. Je le disais tout à l'heure, ils ont un oui, c'est la maladie. Mais dès qu'on n'a plus cette espèce d'objectivation des raisons pour lesquelles on se regroupe, ça devient compliqué. Parce que le vieillissement, c'est un processus, si vous voulez, très compliqué, très vaste, qui n'affecte pas les gens de la même façon, avec quoi on vit plus ou moins bien. Et c'est vrai d'ailleurs du vieillissement, comme c'est vrai par exemple de questions qui sont prises en charge par la médecine, mais qui ne sont pas des maladies, par exemple la naissance, la périnatalité. Il y a une association, un collectif en France qui s'intéresse à ces questions, mais quand être vieux n'est pas malade, être enceinte et accoucher, ce n'est pas une maladie, même si en France c'est très médicalisé l'accouchement. Donc c'est pareil, sur des questions comme cela qui ne sont pas immédiates, qui ne font pas immédiatement cause, si on peut dire, c'est assez difficile de faire cause commune. Donc en fait, dans ces cas-là, la difficulté c'est faire cause commune. Ce n'est pas seulement faire pression, etc. C'est déjà faire cause commune. Pourquoi est-ce qu'on se retrouverait entre personnes âgées? Pour faire quoi? Qu'est-ce qu'on partage à part le fait de vieillir? Je crois que c'est ça qui est très compliqué. Et le travail que vous faites, je suppose, va aller dans une sorte de réponse à ce genre de questions. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que des personnes voudraient se réunir autour d'un phénomène naturel qui est le fait de vieillir? Est-ce que ça fait cause? Voilà. Donc c'est un peu ça, voilà, c'était pour un peu situer par rapport aux associations de malades. Je pense que la cause commune est du côté du regard de la société. Je crois que c'est cette cause commune. Et je vais vous citer un exemple, si vous voulez bien, pour bien montrer. Cette association Hold Up dont je vous ai parlé n'est pas revendicative, elle est plutôt un témoignage. Un témoignage et un centre de réflexion et un centre même d'expérimentation de petites choses. C'est important. Eh bien, il a été lancé récemment une opération tendant à développer dans des maisons de retraite auprès des personnes les plus âgées l'utilisation des tablettes. Pourquoi? Pas forcément pour se distraire, mais surtout pour revenir en contact avec les familles et notamment avec les jeunes qui sont très accros de ces informations, si vous voulez, par tablette, par le numérique. Eh bien, on s'aperçoit qu'au cours de cette expérimentation, les jeunes viennent voir leurs grands-parents ou leurs parents vieux, alors qu'ils ne les voyaient plus. Et qu'est-ce qui fait le lien commun? La tablette. Oui, alors ça c'est très intéressant parce que j'aime assez en fait ce genre d'expérimentation. J'en ai étudié quelques-unes par le passé aussi. Ce genre en fait, comme vous le savez probablement, en latin, cause et chose, c'est la même étymologie. Et faire cause commune, c'est trouver les objets autour desquels on se réunit en fait. C'est un peu ça. Donc, ce qui est très intéressant dans l'expérimentation que vous racontez, c'est cette idée que faire cause commune, c'est aussi trouver les bons objets médiateurs qui font que les personnes vont nouer un lien social ou avoir un regard les uns sur les autres qui va être différent. La tablette, c'est un de ces objets. On peut dire tout ce qu'on veut sur la tablette, c'est pas grave. Il y a un objet, il y a une chose commune qui progressivement va faire cause commune, si on peut dire. Donc la difficulté, c'est de trouver ces choses-là. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense que pour changer non seulement le regard de la société sur les personnes âgées, mais aussi le regard des personnes âgées sur elles-mêmes et sur les autres personnes âgées, puisqu'on ne regarde jamais mieux la vieillesse que chez l'autre, d'un certain point de vue, il faut en effet des objets communs autour desquels puissent se refabriquer du lien, ou en tous les cas, à partir desquels on puisse penser différemment qui est la différence, qui est l'autre, etc., etc. Et en fait, ces expérimentations autour des objets, là où
je me suis rendu compte de l'importance de cela, c'est vraiment dans le cas des associations de personnes handicapées. Alors vous allez me dire, les personnes handicapées, évidemment, ils ont une cause commune, ils sont handicapés. Mais ce n'est pas tout à fait vrai, parce que changer le regard de la société sur des personnes handicapées, c'est très long, c'est très difficile. Ça pointe en fond, ça existe, ça fait 70 ans qu'on en parle, la mobilité, etc. Ça ne marche pas. Parce que ce n'est pas une question de disposition intellectuelle, c'est une question en fait d'accès de tous à des mêmes espaces. C'est ça le point. Donc, accès de tous à des mêmes espaces, il faut designer des espaces dans lesquels on puisse avoir accès. Il faut qu'ils soient équipés d'objets qui permettent d'opérer des partages et des échanges. Et c'est vrai que en tout cas, votre expérimentation, je la trouve très intéressante parce que changer le regard ne se change pas en décrétant qu'il faut regarder la vie des autrement. Elle se change parce qu'on fabrique des objets qui font que les gens ne s'approchent pas de leur grand-mère parce qu'elle est vieille, mais parce qu'elle est leur grand-mère. Voilà, c'est un peu ça. Pardon, en fait, je n'apporte aucune réponse à votre question. La dernière question. Est-ce qu'il existe une coopération entre les associations de malades, en particulier, je pense à l'AFM, qui est une association très importante et qui a beaucoup de moyens, et est-ce qu'elle coopère avec des associations plus modestes, en particulier dans le champ des maladies rares, où on va trouver des associations de petite importance? En fait, est-ce que l'action que mène l'AFM profite aussi à d'autres associations plus petites? Alors, merci pour votre question. J'avais dit très vite et trop vite, je pense, au début de mon exposé, que l'AFM avait joué un rôle structurant dans le milieu associatif sur les maladies rares. L'AFM a été à l'origine d'abord de la création d'un certain nombre, en tout cas, plusieurs associations sont venues voir l'AFM pour lui demander conseil sur comment on crée une association, comment on la gère, etc. L'AFM a été à l'origine de la création de l'Alliance Maladies Rares française, de l'Organisation européenne des associations de maladies rares, qu'elle finance l'Alliance, comme elle finance l'Organisation européenne. Donc c'est une association qui a apporté son soutien financier, logistique, intellectuel à différentes associations maladies rares en France et en Europe, mais aussi dans d'autres pays. En Afrique, par exemple, des associations qui sont soutenues par l'AFM. Alors, juste pour peut-être aller un cran un tout petit peu plus loin, ce n'est pas si facile pour les associations de collaborer entre elles. Ce n'est pas facile parce que chacune se donne des missions. Les missions ne sont pas forcément compatibles les unes avec les autres. Donc ça, c'est un premier point, comme toutes les organisations d'ailleurs. Et puis, la deuxième raison pour laquelle la coopération n'est pas je dirais, évidente, c'est que, une fois encore, il faut trouver cause, il faut faire cause commune. Qu'est-ce qui justifie de se mettre ensemble? C'est toujours ça la question de base. L'AFM, à une époque, a été très attaquée, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, par Pierre Berger, qui disait, mais l'AFM qui a 100 millions d'euros par an, il a partagé, pourquoi l'AFM ne partage pas, il faut donner un peu à tout le monde. Et l'AFM avait répondu assez je dirais, stratégiquement, mais aussi assez vertement, en disant, premièrement, ce n'est pas notre argent, c'est l'argent que les Français nous ont confié pour une mission très particulière, qui est celle-ci, à laquelle on est comptable, vis-à-vis de laquelle on est comptable, bien sûr. Et puis, deuxièmement, quelle est exactement votre cause, vous, les associations que vous représentez, et qu'est-ce que vous voulez faire? Parce que les coopérations, elles sont possibles si on se donne des objectifs et des causes communes. Et au final, c'est comme ça que l'AFM a noué soit régulièrement, soit occasionnellement des relations avec, par exemple, les associations de lutte contre le sida, parce qu'ils ont défini ensemble un certain nombre d'objectifs. Ce n'est pas juste les associations, on pense toujours, si vous voulez, que c'est sympathique et parfaitement démocratique. Ça l'est, mais comme toute organisation, il y a des objectifs, il y a des moyens. Je veux dire, d'ailleurs, il y a beaucoup de recherches qui montrent aujourd'hui que beaucoup d'associations ressemblent à des entreprises, du point de vue de leur fonctionnement, etc. Donc, si vous voulez, à un certain moment, les associations, pour travailler ensemble, doivent probablement prendre le temps de dire, mais pourquoi est-ce qu'on travaillerait ensemble? Parce que mettre en commun des moyens, ce n'est pas une raison pérenne pour se mettre ensemble. Si on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait avec ces moyens communs. Et c'est ça un peu, je crois, un peu la leçon aussi qu'on a tirée de ces recherches avec mes collègues. C'est que la difficulté, il faut prendre au sérieux le terme association, en fait. Association, c'est l'art et la capacité d'associer. Et associer, c'est probablement l'activité humaine la plus difficile. Comment faire en sorte de se trouver avec d'autres, être
convaincue